Une attaque terroriste hier au siège du magazine Charlie Hebdo a fait au moins 12 morts et plusieurs blessés. Quelle est votre lecture, Monsieur Frégosi, concernant cette attaque ? Écoutez, en tout cas, il y a plusieurs niveaux de lecture possibles. Il y a d'une part surtout l'impact qu'a eu cette attaque au niveau national, c'est-à-dire effectivement d'une intense mobilisation à la fois visant à dénoncer effectivement un acte injustifiable. Je veux dire, il n'y a aucune forme de légitimation qui peut justifier un tel acte. On peut ne pas apprécier, on ne peut ne pas être un lecteur de Charlie Hebdo, néanmoins, jamais, rien ne peut justifier l'assassinat collectif qui a été perpétré. Et surtout de voir cette mobilisation qui s'en est suivie, tant le jour même et puis aujourd'hui, puisque moi-même j'ai assisté à différents rassemblements là en ville, devant des universités, devant des mairies, où des personnes réunies de toute confession, de toute considération sont réunies. Et je crois que c'est le deuxième élément après l'analyse, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience, me semble-t-il, d'un risque de dérapage, notamment, surtout de ne pas commettre d'amalgame, et j'allais dire de faire preuve de la lâcheté la plus grande serait, à l'exemple de ce qu'ont fait les auteurs de cet acte, qui est de vouloir prétendre que cet acte puisse se justifier d'une manière religieuse, ce qui humainement paraît évident qu'on ne puisse pas le faire, mais il y a tout le risque effectivement aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre en France, vous le savez, où parfois un certain nombre d'actes et de paroles visant les musulmans de façon un peu virulente sont souvent à l'ordre du jour. Donc il y a aussi cette prise de conscience unanime de la classe politique visant à ne surtout pas engager la voie de l'amalgame. Et j'ajoute un troisième élément, avec aussi peut-être cette difficulté ou ce risque de vouloir imaginer que les musulmans pourraient avoir une autre attitude que celle de la réprobation. Or, je crois que c'est souvent un débat aujourd'hui. Je crois que si les musulmans ont à réagir, ils ont à réagir tout simplement en tant qu'être humain, point barre. Point n'est besoin d'être musulman pour réagir à ce genre de situation. Et il y a parfois effectivement peut-être un peu le sentiment ou la tendance à vouloir demander aux musulmans d'avoir à dénoncer ceux qui, a priori, auraient été faits en leur nom, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est-à-dire, ça risque il y a ce sentiment aussi très partagé, on le voit sur des sites notamment, de personnes qui disent que la réprobation est la réprobation de tout individu et n'est pas du tout liée à une appartenance religieuse particulière. Que par contre, des responsables religieux, et il y en a, dénoncent à juste titre cet acte odieux au nom de la religion, ça paraît légitime. Mais ne surtout pas vouloir créer une espèce d'amalgame entre entre des criminels et une partie de la population française au motif qu'ils auraient en commun, soi-disant, la religion. Donc vous ne pensez pas qu'il va y avoir une exacerbation des discours populistes et anti-musulmans ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des risques. C'est pour ça quand j'ai dit surtout pas tomber dans l'amalgame, en tout cas le discours officiel d'un certain nombre de décideurs politiques, de droite comme de gauche, qui ont dit attention à ne pas sombrer dans l'amalgame. Maintenant, il est aussi malheureusement on peut le constater, cet acte, la façon dont il a été commis, en tout cas, je dirais le type, je suis très prudent, je dis le type d'arguments qui ont été avancés par les auteurs de ces actes, malheureusement, risque de conforter effectivement le discours populiste ambiant de ceux qui finalement n'ont jamais considéré ou ne considèrent toujours pas les musulmans comme faisant partie intégrante de la société française, en tant que citoyens. Donc il est évident que j'allais dire que quelque part ceux qui ont commis cet acte se sont rendus complices, d'une certaine manière, des discours les plus populistes, les plus xénophobes et les plus islamophobes qui soient. D'accord. Monsieur Frégosi, des jeunes Français, en général européens, sont partis faire le djihad en Irak et en Syrie. Ces jeunes sont-ils entrés en action en Europe finalement ? Écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez entrer en action. En tout cas, cette question touche tous les sociétés européennes, à savoir effectivement, et vous avez bien fait d'insister, ce sont des jeunes Européens avant tout, qui viennent d'ailleurs de différents milieux. On a aussi bien des jeunes qui sont issus de familles musulmanes. En action, je voulais dire, par commettre des actes terroristes. Écoutez, là, il faut, pour l'instant, en tout cas, ce que l'on sait apparemment des deux jeunes qui auraient été, qui sera l'origine de ce drame, l'un d'entre eux avait déjà été impliqué dans une affaire visant à favoriser le passage de djihadistes en Irak. Lui-même n'avait pas pu s'y rendre. Il avait été arrêté à la frontière. Maintenant, en tout cas, pour l'heure, les informations sont extrêmement parcellaires. Ce qui est surtout important au niveau des sociétés, c'est la mobilisation pour éviter que des jeunes partent. Et quant à ceux qui reviennent, qu'il y ait un suivi
Oui. Bon, maintenant, je veux dire, moi je suis pas Madame Soleil, et il est très difficile de se lancer dans ce type de, je dirais, de considération. Toujours est-il qu'il y a un devoir, je dirais, de vigilance à avoir, surtout face aux réseaux d'endoctrinement ou aux réseaux de recrutement qui peuvent exister. Quand je dis recrutement, c'est surtout s'intéresser aux racines sociales et économiques, à la fragilité, effectivement, de certaines populations qui peuvent se laisser séduire par ce type de mobilisation. Pour le reste, je crois, il appartient, les services de sécurité sont suffisamment attentifs à ce problème-là. En tout cas, il est clair que dans les discours d'aujourd'hui, c'est toujours l'argument qui circule, mais je pense qu'il faut aussi savoir raison garder, comme l'a rappelé le chef de l'État, il ne faut pas avoir peur, et il ne faut pas continuer pour autant, il ne faut pas cesser de vivre, et surtout que ne s'instille pas dans nos esprits la suspicion, je l'ai dire, à l'égard de nos voisins, ce qui serait dramatique. Et finalement, c'est ce que cherchent un certain nombre d'individus. Monsieur Frégosi, la France va-t-elle cesser d'entretenir le terrorisme, notamment après cet acte Va-t-elle, c'est-à-dire, excusez-moi, j'ai pas bien entendu votre question au début. La France va-t-elle cesser d'entretenir le terrorisme, notamment après cette attaque? Vous entretenir le terrorisme Financement indirect, par exemple, le soutien du terrorisme en Syrie, en Libye, en Irak. Jusqu'à preuve du contraire, la France ne soutient pas directement. Je ne vois pas très bien sur quel fait est-ce que vous avez des faits précis qui tendent à prouver je vous donne un exemple, Monsieur Frégosi, le paiement des rançons. Tout le monde sait que ces paiements financent les groupes terroristes. Ça, en tout cas, il y a le discours officiel. Moi, je ne suis pas en mesure de, vous comprenez, de m'exprimer. Je dirais simplement que le discours officiel dit qu'il n'y a pas de rançon. Donc je m'en tiens à cette version-là. Après, c'est effectivement, vous avez différents pays qui ont différentes politiques. Oui. Les États-Unis se refusent à tout versement de rançon. La France, officiellement, est sur la même longueur d'onde. Manifestement, il y a peut-être elle passe par, c'est pas forcément des financements directs, en tout cas, il y a des États qui interviennent. Maintenant, vous savez, je pense que le moyen d'être le plus efficace, entre guillemets, pour éviter ce type de situation, c'est d'empêcher que des situations comme telles perdurent. Ce que je veux dire, c'est que lutter contre des groupes terroristes, quels qu'ils soient d'ailleurs, quelle que soit leur idéologie, il y a d'une part une dimension sécuritaire, qui est inévitable, indispensable, et puis il y a un travail beaucoup plus en amont qui est le plus compliqué, qui est de permettre d'éviter que des mouvements de ce type puissent avoir des recrues. Or, ce travail est un travail qui ne se fait pas, qui n'est pas un travail très facile, qui consiste à mettre les mains dans le cambouis et consiste à s'interroger quelles sont les populations les plus fragilisées socialement et celles qui vont servir de chair à canon finalement à ces organisations. Donc le problème, il n'est pas en termes de versement de rançon ou pas, ça il appartient à chaque État de se définir et je pense qu'aucune personne en France ne trouverait à redire si je dirais des prisonniers, des personnes qui ont été kidnappées reviennent. Je pense il est de mauvaise presse que de se partir des jugements de valeur de ce type en disant on n'aurait pas dû verser ou quoi que ce soit. Surtout vis-à-vis des familles, elles sont contentes de voir revenir les leurs. Par contre, il est clair que, vous avez évoqué le cas de la Libye par exemple, que ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec la circulation des armes, l'on voit aujourd'hui, est en grande partie lié au démantèlement de l'État libyen. C'est-à-dire que un certain nombre de nos responsables ont voulu effectivement faire rendre grâce, j'allais dire, faire un grand au colonel Kadhafi, mais qui à sa manière à l'époque servait un petit peu de verrou de la région. Or, la disparition, entre guillemets, de cet État qui n'était sûrement pas un État démocratique, on est bien d'accord, mais constitue une espèce de verrou. Or, le fait que l'État libyen n'existe plus aujourd'hui a d'une certaine manière quelque part contribué à faciliter la circulation non seulement de mouvements insurrectionnels, mais surtout d'armes. Donc si on veut être efficace, peut-être s'interroger aussi sur notre part de responsabilité dans la circulation d'un certain nombre d'armes et le fait que finalement certains groupes ont profité d'une certaine manière du démantèlement d'un certain nombre d'États et aujourd'hui, j'allais dire, peuvent intervenir sur différents terrains, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc je crois que le problème pour moi ne se pose pas vraiment en termes de la question du versement de rançon ou pas. Je n'aurais pas mauvaise. C'est un peu délicat, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, je comprends. Et qu'en termes d'efficacité, je crois que, si vous voulez, dans l'émotion aujourd'hui, on oublie qu'il faut s'intéresser quel est le terreau social à ces organisations. Et il faut plutôt apporter des réponses complexes par rapport aux individus qui ont été embrigadés dans ces mouvements. Et c'est pour ça que quand on parle notamment des jeunes, la situation dans nos banlieues et autres, il faut pouvoir réfléchir de façon globale à ce problème. Pas simplement s'y intéresser parce qu'il y a eu un attentat, mais avoir un traitement en longue durée, et non pas uniquement lorsque le drame a eu lieu.
Selon vous, il y aurait au moins 50 000 personnes converties à l'islam en France. Écoutez, je ne sais pas qui vous a donné ce chiffre. Je l'ai lu. C'est dans plusieurs sites. En Europe ou en France? Non, en France. Comment ça? Oui. 50 000 personnes converties à l'islam, où ça? C'est écrit selon Franck Frégosi, il y aurait 50 000 personnes converties à l'islam en France. Je dis bien, alors ça, c'est en général le chiffre qui est avancé. Moi, j'ai aucune statistique. C'est généralement le chiffre qui est avancé depuis plusieurs années, mais personne n'est en mesure de le confirmer. Maintenant, le fait de parler des conversions à l'islam, là où je vois très bien où vous voulez en venir, il y a plusieurs manières de se convertir à l'islam, il y a plusieurs façons d'entrer dans l'islam, comme il y a plusieurs façons d'en sortir, si je puis dire. Oui. Donc voilà, je veux dire, la conversion à l'islam, de façon générale, n'obéit pas à un schéma unique. C'est un processus plus ou moins long, qui concerne des personnes venant de différents milieux socio-professionnels, qui ont des histoires extrêmement différentes. Oui. Et cela se traduit aussi par des compréhensions de l'islam parfois différentes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce que vous voulez dire, il y a aujourd'hui un peu, là malheureusement il n'y a pas d'études statistiques, mais de façon générale, très souvent les commentaires qui sont faits, alors qu'aujourd'hui, les courants qui fascineraient le plus des jeunes non-musulmans, j'allais dire, ce sont des courants plus rigoristes. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui auraient fait le choix d'entrer dans l'islam aujourd'hui, beaucoup choisiraient une voie peut-être un peu plus intégrale, parfois un peu intégriste, comme disent certains, alors que ce n'est pas du tout, je dirais, la tendance habituelle, puisque dans le panel des conversions à l'islam, vous avez des gens qui ont rejoint aussi la religion musulmane, au terme d'une quête spirituelle tout à fait respectable, et qui vont davantage se reconnaître dans la pratique de l'islam mystique, par exemple, le tasawwuf, là où d'autres se contentent d'une pratique observante exigeante. Mais il peut y avoir effectivement, il y a une frange d'individus qui, peut-être aussi parce qu'ils sont eux-mêmes en rupture avec la société dans laquelle ils vivent, croient trouver dans certaines formes d'expression de l'islam une manière de se reconstruire. Simplement les formes dans lesquelles ils débouchent sont peut-être des formes un peu plus radicales et les amènent parfois peut-être à accroître un peu le sentiment de rupture par rapport au reste de la société. Donc vous répondez aussi à ma question de comment expliquer cette attirance pour la religion musulmane. Écoutez, expliquer, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, vous savez, dans les parcours des conversions, vous avez alors en général, du point de vue théorique, je dis bien du point de vue théorique en sociologie, il y a généralement ce qu'on appelle les conversions relationnelles, où ce sont des individus parce qu'ils ont des voisins de palier, des copains de fac, des copains de collège qui sont musulmans, c'est comme ça qu'ils ont contact avec la religion musulmane. Puis ils sont fascinés, effectivement, notamment par la dimension communautaire. Et puis il y a ceux qui ont plutôt ce qu'on appelle des conversions rationnelles, où souvent ce sont des individus qui ont un fort capital culturel, qui sont insatisfaits de leur propre religion d'origine, voire qui n'en ont aucune, mais qui vont faire différentes expressions religieuses et qui vont découvrir petit à petit, par les textes, l'islam. Mais dans la pratique, dans la réalité, tout ça est un peu mélangé. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des voisins de palier être musulmans, sans pour autant devenir musulmans, comme devenir musulmans, mais parce que vous avez aussi, à travers leur exemple, découvert des croyants authentiques, et de fait, vous voulez adhérer à cette religion, d'autant, et pour certains, ça va même jusque, notamment dans certains milieux qui n'ont pas de religion forcément au départ, une très grande fascination par rapport à la dimension communautaire de l'islam. C'est-à-dire mettre l'accent sur le fait, la notion de solidarité qui règne entre les croyants, est un élément qui peut intervenir, je dirais, dans le facteur qui amène l'individu ensuite à faire le choix de la conversion. Mais étant bien entendu que, après, vous avez affaire à des parcours extrêmement différents. Vous avez des individus qui sont devenus musulmans, qui ont continué à approfondir leur connaissance de la religion, et parfois sont devenus de véritables érudits, eux-mêmes peuvent en apprendre aux musulmans de naissance, et d'autres qui... il y a un autre exemple aussi, vous savez, il y a aussi des gens qui se convertissent à l'islam pour des raisons matrimoniales. Oui, c'est vrai. Donc, alors, je ne me remets pas en cause la sincérité de leur conversion. Elle est tout aussi légitime parce qu'il y a un intérêt matrimonial et il y a aussi parce qu'ils sont amoureux d'une femme musulmane et donc ils sont prêts à accepter cette foi. Maintenant, tous ceux qui sont devenus musulmans ne le sont pas forcément restés. C'est-à-dire, ce ne sont pas forcément restés des pratiquants réguliers. Mais j'allais dire à l'exemple des autres musulmans, de ceux qui sont nés musulmans, mais qui ne sont pas forcément des pratiquants réguliers, ce qui ne les empêche pas d'être à juste titre considérés comme musulmans aujourd'hui, toujours. Oui, c'est vrai. Monsieur Frégosi, il y a un véritable retour aux religieux de nos jours, et pas seulement à l'islam. Le
catholicisme, l'évangélisme également? Je ne dirais pas un retour. Moi, je pense que c'est peut-être une perspective que nous avons, c'est parce que nous sommes notamment dans l'Europe occidentale, une société profondément sécularisée. Je pense qu'il ne faut pas confondre le fait qu'on parle de plus en plus de la religion, parce qu'il y a une visibilité accrue de certains symboles religieux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait évitablement un retour du religieux. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il y a une explosion du nombre de croyants ou de pratiquants. C'est souvent des identifications ponctuelles. Par exemple, ce qu'on observe notamment dans le monde chrétien, c'est une permanence de la fréquentation des pèlerinages, par exemple. Le monde chrétien notamment, mais le pèlerinage, ça ne dure qu'un temps, c'est un moment d'identification fort, mais ça ne veut pas dire que ceux qui vont faire un pèlerinage à Lourdes ou à Compostelle vont pour autant fréquenter régulièrement les églises le reste de l'année. Donc il y a des moments d'identification forts. Par contre, ce qu'il y a effectivement, c'est ce qu'on observe, qu'il y a une expression publique du religieux dans l'espace de la cité. Ça, effectivement, c'est un élément qui est important, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une intensification de la religiosité. Il y a différentes manières d'être croyant et religieux aujourd'hui, et ce qui est intéressant, c'est de voir cette diversité. Et on a vu un exemple tout à l'heure quand on a parlé ensemble de la question des différents profils de convertis à l'islam. Oui, très bien. Merci beaucoup, monsieur.